accepté mon invitation, à Opal d'avoir organisé ça, et puis à Geekopolis. Moi, personnellement, j'ai découvert l'œuvre de Christian un petit peu par hasard. Ma petite sœur avait un livre à lire pour l'école. Ça s'appelait No Passaran, le jeu. Elle l'avait pas encore lu et il traînait sur la table de la cuisine et je me suis dit tiens, qu'est-ce que c'est? Et je l'ai lu et je le traite. Et ça fait un peu de temps maintenant. Et depuis, j'ai appris un petit peu à connaître Christian et ce qu'il faisait. Et quand on m'a dit tiens, si on faisait une conférence sur le mal, sur la nature du mal, sur la figure du mal, sa représentation, tout ça, je me suis dit il faut que je demande à Christian de venir. Du coup, je vais laisser parler Christian pas mal. Je vais lui poser quelques questions. Histoire Christian, tu es romancier, tu es aussi médecin, etc. Est-ce que tu peux du coup te présenter un petit peu, nous dire un petit peu quel est ton parcours par rapport à tout ça? Bonjour, merci d'être venu. Je vais commencer en disant que moi je suis un geek vintage. Je suis né en 1958 et que donc j'ai été adolescent à une époque où, en France, il faut être bien clair, hein, il n'y a pas si longtemps, vous auriez tous été internés, avec juste raison, parce que personne ne savait ce que c'était qu'un orque ou un gobelin en France, et si tu en parlais dans la cour du lycée, il y avait comme une espèce de mouvement de recul en disant on va le laisser parce qu'il est peut-être dangereux. Alors bien sûr, il y avait des romans de science-fiction, des romans fantastiques, il y avait des petites collections que j'ai lues, etc. Mais il y avait un nombre d'œuvres qui était extrêmement restreint. Rapidement, moi j'ai une famille d'origine anglo-saxonne et je suis allé en Angleterre rapidement et là j'ai découvert un univers complètement différent où la fantasy avait toute sa place déjà. Il n'y avait pas seulement Tolkien, il y avait les vampires, il y avait tout ça. Donc je ramenais, alors que j'étais tout petit et chétif, des valises qui faisaient presque mon poids, 40 kilos que je traînais, qui étaient pleines de bouquins, et je vivais dans cet univers-là qui était en total décalage avec l'univers français. Et je le dis très très clairement aujourd'hui où ça a explosé, où je découvre en passant avec Jérémy à travers Geekopolis ce que je vivais quand j'allais dans les conventions de science-fiction dans les années 70 en Angleterre, quelque chose qui était impossible en France, l'impression d'être enfin au sein de ma famille. Et je le dis aujourd'hui, on peut vendre des céréales avec des vampires ou avec des cafards mutants venus de l'espace. Pendant ces années-là, le petit groupe que nous étions, car on n'était pas très très nombreux et on était totalement dispersés avant Internet, comment peux-tu savoir qui sont les membres de ta communauté s'il n'y en a que 2, 3 par ville, si le jeu de rôle n'existe pas encore, si tu n'as pas le moyen de les connecter. On était tous très isolés, ce qui ajoutait à notre coefficient de geekerie, et j'avais l'impression, réellement déjà à l'époque, que nous portions entre les mains la flamme vacillante de la fantasy. C'est-à-dire que pour que ça ne s'éteigne pas ici, il fallait qu'on la tienne. Évidemment, on ferait le parallèle avec Fahrenheit 451, où les livres ayant été détruits, ils ne subsistent que dans la mémoire de ceux qui deviennent, chacun d'entre eux, une sorte de mini-bibliothèque ambulante. Bon, les choses ont beaucoup changé. Moi, j'écrivais des histoires, mes profs voulaient absolument que je sois écrivain, et je savais par contre pertinemment que si je savais raconter des histoires, je n'avais aucune idée de ce qu'était le monde. Et donc j'ai refusé la voie qui m'était tracée, parce qu'il me semblait que pour écrire, il fallait avoir quelque chose à dire. Genre de truc qu'il faudrait expliquer à Michel Houellebecq, à Bernard-Henri Lévy, mais je pense qu'il est trop tard. Et donc j'ai fait médecine. J'ai fait médecine, je le dis aussi, parce que c'était les années 60, 70, j'ai fait médecine parce que je voulais toucher les corps nus. À tous les sens du terme, physiquement, parce que les années 60, 70, c'est des années de répression physique et sexuelle. C'est des années dans lesquelles la femme du général de Gaulle, Yvonne de Gaulle, peut interdire un film parce qu'en passant dans sa déesse présidentielle dans les rues de Paris, elle trouve que l'affiche de La religieuse de Diderot, donc l'affiche du film, c'est-à-dire c'est une affiche où on voit une robe de bure qui est portée par une femme, donc on voit la croix de Jésus, mais qui est légèrement en avant sur les seins qui sont couverts par la toile.
c'est obscène, le film J. C'est dans cet univers-là que j'ai grandi. Donc je voulais toucher les corps nus et surtout je voulais affronter les questions essentielles pour moi, le bien, le mal, comment les hommes réagissent à la souffrance, à l'angoisse, à la perte d'un proche. Et je ne voyais pas d'autre moyen de toucher au nu de la vie que d'être médecin. Donc j'ai été médecin, j'ai été réanimateur pendant des années. Je dis parfois, et dans un moment j'ai dit que c'était mon Vietnam à moi, c'est-à-dire que de la même manière que les vétérans du Vietnam ne pouvaient pas raconter à des gens normaux ce qu'ils avaient vécu là-bas, j'aurais du mal à dire ce que j'en ai appris. Mais j'ai appris énormément de choses. Et quand je me suis installé en tant que médecin généraliste par la suite, j'ai recommencé à écrire. Et petit à petit, les livres sont parus. Des livres qui, au départ, ont été considérés à la limite, les gens ne savaient pas si c'était de l'horreur, si c'était du fantastique, si c'était du roman noir, si c'était du roman contemporain, parce que les étiquettes m'emmerdent, comme elles emmerdent tous les gens qui sont geeks et qui ont une espèce d'appétit protéiforme pour tout ce qui va les toucher. La question du mal a été centrale dès le départ. Et elle est restée au point que j'ai écrit un livre qui ressort le 10 juin dans une nouvelle version qui s'appelle justement La nature du mal. C'est quoi la nature du mal? C'est un questionnement sur la nature du mal, écrit à la première personne par un narrateur non fiable, pour que le lecteur se pose toujours la question de savoir si les données qui lui sont données sont correctes ou non. Donc, dans les années 70-80, j'ai beaucoup écumé les conventions de science-fiction et les conventions de fantasy en Angleterre. Ça m'a donné le loisir de rencontrer des auteurs qui sont devenus des amis. Robert Holstock, qui a fait La forêt des mythes-images et qui est décédé il y a quelques années maintenant, très très bêtement. Christopher Priest, l'auteur du Monde averti et de The Prestige. Brian Aldiss, Fritz Lieber, les épées de Lankhmar. Voilà, j'ai rencontré ces grands anciens, puisque Brian Aldiss, ça paraît Bradbury, Fritz Lieber, c'est la science-fiction et la fantasy des années 40, 50, 60. Puisqu'on parle du mal, j'ai créé un magazine de jeux de rôle en 1986 qui s'appelait Chronique d'Outre-Monde, qui a eu une quinzaine de numéros que nous avons fait nous avant qu'ils soient rachetés, vendus, etc. Et j'étais devenu rôliste dès 1977 et j'ai pas arrêté de jouer depuis, sauf peut-être pendant la période où mes enfants étaient vraiment très très petits et c'était compliqué. Et donc j'ai initié au jeu de rôle Alain Chabat, Dick Rivers, Maxime Chatham, et c'est une partie très très importante de ma vie parce que je pense qu'il y a une école romanesque ou littéraire liée au jeu de rôle. Aujourd'hui, on dit, vous connaissez le truc, la télévision a remplacé le cinéma, l'écriture sérielle, que ce soit dans Deadwood, que ce soit dans Buffy, que ce soit dans Penny Dreadful, que ce soit dans Game of Thrones, l'écriture sérielle qui permet à un personnage de montrer ses diverses facettes au fil du temps et d'accompagner et d'être accompagné par le spectateur au fil du temps. On dit que c'est quelque chose de particulier, mais c'est aussi l'écriture du jeu de rôle pour peu qu'on y fasse attention. Et ce que j'ai appris au jeu de rôle, et donc on va en revenir dans l'histoire du méchant, etc. C'est un truc très très simple que tout romancier devrait connaître, que tout réalisateur, tout scénariste devrait connaître. Personne n'est un personnage secondaire. Personne. Le 15e aubergiste dans l'auberge de qui vous entrez et à qui vous allez demander s'il n'a pas vu éventuellement une jeune femme elfe et un nain qui avait perdu un œil, si pour vous c'est un personnage stock que vous sortez en appuyant toc, l'aubergiste, il est gros, il est gras, il a un truc, il a des effets, on va jamais s'en sortir. Je veux dire, ça va être le même aubergiste 15 fois. Si vous faites l'effort minimum de vous poser la question de qui est cet homme, et que vous trouvez un truc mais très simple, mais qui vous touche personnellement, du style, sa femme est à l'étage, elle est en train de mourir de la tuberculose. Je le fais rapidement, ça pourrait être n'importe quoi, etc. Il n'en sera pas question pendant tout l'échange entre le joueur et l'aubergiste, mais vous lui donnez une étrangeté,
une façon de répondre à côté parce qu'il a la tête tout à fait ailleurs, etc., qui en fait un personnage réel. Et évidemment, pour cet aubergiste, vous êtes un instant dans sa vie. Et sa vie, il en est le personnage principal. Comment est-ce que j'ai appris ça? J'ai appris ça en étant médecin. Quand tu es aux urgences, il y a deux types de médecins. Il y a les mecs qui pensent qu'ils sont Georges Clooney, et qu'en fait, le long fleuve bovin des individus lambda vient s'échouer, ils posent la main, ils font le diagnostic, l'électrocardiogramme, ils mettent 4 points de suture, va, souviens-toi que tu m'as rencontré. Et puis il y a les autres qui disent, je suis là. Et tous les gens qui connaissent l'écriture sérielle savent ça. Dans Urgence, il y a un moment extraordinaire où le docteur Carter, qui est joué par Noah Wyle, vient s'excuser de ne pas avoir été vraiment à la hauteur. C'est l'enterrement d'une de ses patientes à qui il a, comme il la connaissait bien, les chirurgiens ont poussé cette femme à une intervention chirurgicale. Et comme il voyait que l'externe Carter était bien avec elle, c'est lui qui est allé la convaincre. Et puis ensuite ça a merdé, les chirurgiens ont laissé tomber et elle est morte. Et le mari, qui est très âgé, lui en veut. Il vient à cet enterrement, il s'approche du mari et il vient pour s'excuser. Et le mari lui dit « It's not about you, doctor ». Et il s'en va. C'est-à-dire que l'intrigue du docteur Carter, c'est « Il faut qu'à un moment je réussisse, moi, à m'excuser ». Et l'intrigue du mec, c'est « J'ai vécu avec cette femme pendant 60 ans, elle est morte, je n'ai pas à écouter vos excuses ». Si on comprend que chaque personnage est un personnage dont c'est l'histoire principale, j'ai envie de dire, excusez-moi, mais on réussit tout, hein, que ce soit le cinéma, la série, le truc. Il faut d'abord avoir pris conscience de ça. C'est la première chose que j'ai appris. Et étrangement, ça a un lien avec l'histoire du mal, etc. Parce que le mal, je sais pas, hein, le mal, c'est ne pas voir l'individu dans l'autre. Je vais vous faire un truc, mais pour moi, c'est tout simple. Le mal, c'est ne pas voir l'individu dans l'autre. Ça peut aller jusqu'à le voir comme un simple objet, etc. Ne pas comprendre son humanité pure. Et le mal, ça a à voir avec la bêtise. J'ai rencontré des gens mauvais, j'ai rencontré des gens profondément mauvais. J'ai fait presque un syndrome de choc post-traumatique un jour où j'étais au cabinet, il était 13h30, le téléphone sonne, j'étais en train de manger des papiers, un truc, et je prends le téléphone et j'entends une femme qui était une femme qui était bizarre, que j'avais senti me dragouiller à plusieurs reprises, qui me semblait vraiment pas nette. Et elle me dit « Oh docteur, il faut que je vous voie, oui, hein, j'ai fait quelque chose, j'aurais pas dû. » Il dit « Parce que vous comprenez, il avait encore fait caca dans son lit, Je dis « Oui, non, calmez-vous, qu'est-ce qui s'est passé, etc. » Et elle, je ne sais plus les mots parce que je les ai dans un roman, elle me dit je voulais le punir, je l'ai mis dans la baignoire d'eau bouillante. Et comme si vous avez travaillé un peu sur le syndrome de stress post-traumatique, vous savez que les soldats, quand ils sont tirés dessus, perdent certains éléments neurosensoriels qui ne sont pas immédiatement indispensables. C'est-à-dire que les flics dans un shootout n'entendent pas les balles parfois, parce qu'il y a quelque chose qui ferme le son pour qu'ils voient ce qui se passe et qu'ils ne soient pas submergés par le bruit. Et il y a aussi la perte de la vision des couleurs. Mais ça, je l'ai appris plus longtemps après. Mais elle était en train de me parler, et tout est devenu gris. C'est-à-dire que réellement, tout est devenu noir et blanc. Et j'ai eu la sensation très présente que j'étais en présence du mal. Pas le malin avec les trucs, etc., mais du mal, de l'expression pure du mal, qui est un mélange de profonde stupidité, d'incompréhension du fait que l'autre est un être humain, etc. Et donc, pendant les minutes, jusqu'à ce qu'elle m'amène son gosse, etc., et tout, que j'appelle le SAMU, les pompiers, que j'essaye d'appeler le père qui était à l'usine, et que je vois arriver ce gosse qui avait été transformé sur la moitié de son corps en, je sais pas, un artichaut qui est resté trop longtemps dans une étuve et tout. Je suis resté comme ça, en noir et blanc, en gris et tout. Je passe du coq à l'âne, mais pour montrer qu'il y a une... D'abord que je prends la vie au sérieux, et que au tout départ, il y avait un garçon de 15-16 ans qui ne savait pas pourquoi il pouvait devenir écrivain parce qu'il n'avait rien à dire sur le monde, et que donc mon but, ça a été clairement d'aller chercher à la source pour pouvoir
pouvoir écrire quelque chose qui a un sens pour moi. Une anecdote, un truc qui m'a énormément marqué en 1986-87 quand j'écrivais Chronique d'Outre-Monde, quand je travaillais sur Chronique d'Outre-Monde, j'avais écrit un premier roman, il n'était pas encore publié. Je suis allé rencontrer Alan Moore à Paris qui venait présenter Les Gardiens avec la traduction de Manchette. Et on a passé 2 heures ensemble, c'est un interview que j'ai publié sur mon blog, qui a été super important parce que sans le savoir, Alan Moore a été mon passeur, c'est-à-dire celui qui m'a... Je lui ai posé des questions, sur Rorschach. Tout à l'heure, il y avait une discussion, est-ce que le méchant, est-ce que le super-héros peut être un méchant, etc. On discutait, pour moi, Rorschach était un personnage fascinant, et on a discuté, lui et moi, de la différence entre Rorschach et Ozymandias. Ozymandias, c'est la figure presque mythique de l'homme qui veut faire le bien socialement pour le maximum de personnes, à la révolution soviétique des années 20, etc. Et le truc, c'est si nous devons tuer 3,5 millions de personnes pour qu'ensuite l'humanité vive dans la paix, c'est pas cher payé. C'est ce que disent, moi je travaille sur la guerre d'Espagne en ce moment, c'est ce que disent beaucoup d'idéologues staliniens pendant la guerre d'Espagne. Et l'un des types qui écrit dit, j'ai failli lui demander, mais si une de ces 3,5 millions de personnes c'était toi, ta femme ou tes enfants, qu'est-ce que tu en dirais? Et puis j'ai compris qu'il me dirait que c'était une réflexion horriblement petite bourgeoise. Donc ça c'est Ozymandias, et en face il y a Rorschach. Et Rorschach, c'est, je veux dire, à côté de Rorschach, Margaret Thatcher, c'est Sœur Emmanuel. Je veux dire, Rorschach, c'est un malade mental, paranoïaque, d'ultra extrême droite, totalement homophobe, qui a un problème avec la sexualité. Hein. Et Rorschach, une forme de dignité personnelle, qui est liée au fait qu'il a un compas moral, qui vaut ce qu'il vaut, mais comme il dit, il ne déroge pas de son contrat moral, même face à l'apocalypse. Et donc c'était un questionnement, parce que la nature du mal dans Les Gardiens, qui est une œuvre, à mon avis, d'une extrême richesse, d'une extrême densité, me pose des questions. Je lui ai posé des questions. Pourquoi est-ce que tu as pris le type qui a priori veut bien tout le monde, qui est pour en faire le méchant, si j'ose dire, et le type qui a des boutons d'acné sur la gueule sous son masque, sur lequel tu peux imaginer que ça sent quand même assez fétide, parce que son plat préféré c'est les haricots verts froids dans une boîte, etc. Comment c'est lui d'une certaine manière qui représente le compas moral de l'œuvre? Sans transition, merci, bonsoir. Du coup, j'imagine que tout ça, tu l'as un petit peu mis dans tes personnages, comme tu nous le dis, dans tes romans. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu rapidement, très rapidement, parce qu'on va pas y avoir beaucoup de temps, mais de tes personnages dans la campagne, justement, postérieure sur Orient Express? Alors, il se trouve que à travers Chronique d'Outre-Monde, j'ai rencontré beaucoup de collègues de pays divers en Angleterre, en Amérique, et je suis devenu pote avec les gens de Chaosium, Greg Stafford qui avait créé Pendragon, Sandy Peterson qui avait créé L'Appel de Cthulhu, Lynn Willis qui était un éditeur formidable, etc. Donc j'ai travaillé avec ces gens-là et avec un copain qui s'appelle Mark Morrison, qui est en Australie. Nous avons lancé l'idée de la grande campagne Terreur sur l'Orient Express qui ressort là incessamment sous peu. En Amérique, la nouvelle version est sortie et vachement agrandie. Je devrais recevoir ma boîte du Kickstarter cette semaine ou la semaine prochaine avec 1 an et demi de retard. Et en France, elle va sortir chez Sans Détour. Elle est sortie. Elle est sortie, tu vois. Alors, là c'est un peu compliqué parce que je vais spoiler, c'est-à-dire que on va essayer. J'ai créé un personnage mythique dans Terreur sur l'Orient Express, qui est quelqu'un qui a traversé les siècles, qui cherche absolument à reprendre un artefact qui lui a été volé. On va spoiler. Comment est-ce qu'on crée, dans les années 90, alors qu'il n'y a pas encore eu
ni True Blood, ni à peine Anne Rice, le sale vampire, Interview avec le vampire, tout ça c'est quand même pas très très connu. Comment est-ce qu'on crée un personnage qui se nourrit de sang humain et qui a traversé les siècles? Comment il fonctionne? Et avec tout ce temps-là, donc, enfin, je ne veux pas en dire trop. Si vous lisez la campagne, vous verrez ce qu'il en est. C'est pas le personnage principal, mais il est le personnage principal de sa propre vie. Donc la question qui se pose, c'est comment tu le fais agir. Une campagne qui est beaucoup plus présente pour moi que Horreur sans Express, c'est Beyond the Mountains of Madness, Au-delà des montagnes hallucinées, que j'ai joué entre autres avec Maxime Chatham et un groupe d'amis, et c'est une campagne qui nous a pris 1 an et demi et qui a transformé notre vie, réellement. C'est-à-dire que ce sera difficile, enfin c'est difficile d'avoir un après. Et ceci parce qu'il y avait beaucoup de personnages autour de la table, il y avait 8 joueurs, et que chacun avait son existence propre, et que Maxime a créé un personnage profondément maléfique, profondément négatif, et en même temps intéressant de bout en bout. Dans mes romans, enfin il me semble que c'est évident dans les romans de trucs, il ne faut jamais dire que le personnage est méchant. Enfin je veux dire, ça ne veut rien dire. La scène où on voit le personnage écraser un chaton juste pour qu'on sache bien qu'il était méchant et qu'il a un sourire maléfique, c'est juste à chier, quoi. C'est juste à chier. Et il faut se poser la question constamment, est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est méchant? Regardez Game of Thrones, que ce soit l'œuvre de George R.R. Martin ou que ce soit la série. À part quelques malades mentaux ultra psychotiques comme Ramsay Bolton ou Peter Baelish, je veux dire, les gens sont sur une espèce d'échelle où ils varient, etc., où de temps en temps on est surpris par quelque chose qui pourrait ressembler à un acte d'altruisme et de dignité chez quelqu'un qu'on n'attendait pas. C'est ça qu'il faut absolument réussir à mettre en œuvre, que ce soit dans le jeu de rôle ou que ce soit dans la littérature. À l'arrière sur la 4e de couve de La nature du mal, il y a une quote qui a été mise d'un journaliste qui, alors évidemment, je parle, il faut lire et faire lire les romans de Christian Lehmann car ils témoignent de l'intention la plus noble, amener le lecteur à se former un jugement, lui apprendre à penser librement. Mais je pense que c'est la même chose pour ça devrait être la même chose pour toute œuvre artistique, que ce soit du jeu de rôle, que ce soit une série, que ce soit un film, etc. C'est ne pas annoncer et ne pas expliquer au lecteur ce qu'il doit penser des personnages. Et le plus intéressant, c'est quand il y a une confrontation entre les lecteurs qui ne sont pas d'accord sur ce qu'il faut penser d'un personnage. Dans No Passaran, le jeu, il y a un personnage qui peut sembler être l'incarnation du mal, Andreas, qui évolue au fil des tomes de la trilogie, et ensuite la question c'est est-ce qu'il devient quelqu'un de bien? Non. On peut faire parfois, à un moment précis, extrêmement important, quelque chose de bien pour des raisons négatives, quelque chose de mal pour des raisons positives. L'idée même, si tu veux, j'entends bien, on parle l'idée même du grand méchant n'a pas de sens dans la mesure même où il n'est un grand méchant que si nous éliminons son référentiel de pensée. Enfin, il faut être clair, il n'y a pas un seul grand méchant qui considère qu'il est méchant. Je suis méchant parce que je suis méchant. Non, il a une justification personnelle cohérente, complète, que ce soit Sauron, que ce soit Ozymandias, que ce soit qui vous voulez, il a. Et pour créer un personnage négatif, il faut que vous puissiez être son meilleur avocat. C'est-à-dire que s'il était dans le box, avec dans la salle tous les super-héros, les gens de la police de Gotham, le maire, etc., prêts à le foutre sur la chaise électrique, vous devriez pouvoir monter au pupitre, et sans raconter des conneries du style « mais il est tombé dans un cul d'acide quand il était petit et ses parents étaient malades », sans tout ça, simplement expliquer qu'il y a une cohérence dans ce qu'il fait, et que cette cohérence est aussi humaine que la leur. Alors c'est un jeu constant, mais c'est un jeu qui est extrêmement important. Que ce soit, encore une fois, une série, un jeu, etc. et tout, si votre grand méchant a une cohérence interne, si vous le voyez avec bienveillance, c'est-à-dire si vous-même vous ne faites pas le mal,
C'est-à-dire, si vous ne le voyez pas simplement comme un objet. Bon, j'ai besoin d'un grand méchant, on dirait qu'il a des cornes, une grande toge, et qu'il sait sauter, et qu'il a des pouvoirs, ça n'a aucun intérêt. Si vous savez comment il fonctionne, si vous savez d'où il vient, quelle était sa vie, etc., à ce moment-là, il acquiert une densité telle qu'on ne sait même plus si c'est un méchant. Et je pense que c'est la grande force de George R. R. Martin dans Game of Thrones. C'est que il y a des gens qui pourront être House Targaryen pendant une saison, puis qui se retrouveront être House Lannister ou House Stark, parce qu'ils butent de temps en temps par rapport à leur propre sens moral sur quelque chose que fait quelqu'un qui jusque-là était un peu leur protégé, leur héros, la personne qui semblait être leur centre moral. On a vu Tyrion Lannister tuer 2 personnes à la fin de la saison 4, et, au moins pour l'une d'entre elles, c'est un petit peu dur. J'attends de voir Tyrion, qui est un peu le centre moral de l'œuvre. J'attends de voir jusqu'où George R. R. Martin va le faire aller, ce serait intéressant. On voit déjà Daenerys Targaryen faire le George Walker Bush, du style l'esclavage c'est mal, mais brûler vif des otages et les balancer à des dragons, c'est cool parce que c'est moi qui le fais et que je suis la reine des fées. Bon, ça commence à poser un gros problème. On va pas tarder à arrêter. On va peut-être, si vous avez des questions, faut pas hésiter. On va profiter un petit peu. Ce que je voulais savoir, c'est qu'à un moment, vous avez répondu à votre question. Je me souviens de la discussion. J'ai un blog qui s'appelle En attendant H5N1. En attendant H5N1, je suis médecin, hein. En attendant H5N1, tu cherches et tu regardes Alan Moore et toute l'interview en anglais, je crois que ça traduit, est sur le blog. Je pense qu'il avait réfléchi au sujet de cette notion de toute puissance. C'est-à-dire Ozymandias, il est tout puissant financièrement, etc. Et tout, il a décidé ce qu'il faut pour l'humanité. Et il parle des moments de doute aussi d'Ozymandias et Rorschach. J'ai plus la teneur de la discussion, mais sur le moment, pour moi, c'était extrêmement éclairant. C'est-à-dire, en gros, tu peux prendre un personnage qui est en costume 3 pièces, richissime, etc., et qui a l'air de faire le bien, et en faire quelqu'un qui, fondamentalement, a un truc de monstrueux dans sa tête et s'en sort pas, et tu peux faire un type qui sont probablement pue la sueur, la pisse et le baked beans, et un type d'une extrême violence qui pète les doigts des gens pour avoir des réponses et tout, et d'une certaine manière, en faire le compas moral de ton œuvre. C'est ça que j'ai appris, si j'ose dire. Ça va être la question. Oui. J'ai bien compris l'idée justement de référentiel sur l'axe moral, mais il n'empêche que d'une certaine manière, alors c'est peut-être défini, enfin c'est d'ailleurs défini à l'échelle du plus grand nombre, on a défini, que ce soit dans les systèmes de JDR ou plus ou moins dans l'imaginaire collectif, un axe fixe, moral bien mal, quelque part. Donc c'est sûr que suivant le point sur lequel on se place nous-mêmes par rapport à l'axe, on peut plus ou moins défendre le méchant. Mais il n'empêche qu'il est communément admis que certains axes sont profondément mauvais, au même titre que, c'est sûr que si les nazis avaient gagné la guerre, peut-être que le point de vue serait différent, mais aujourd'hui, le consensus, c'est de dire que ce qu'ont fait les nazis, c'est profondément mauvais. Et on trouve très peu de gens qui s'accordent justement à arriver à les défendre là-dessus. Tout à fait, mais j'ai pas dit que... J'entends. J'ai pas dit que j'avais pas un axe ou un sens moral. J'ai dit que pour moi, le mal, simple, c'est une forme de bêtise ou d'inhumanité, c'est ne pas voir l'humain dans l'autre. Et avec cette simple phrase, le Troisième Reich est discrédité. Tu vois, je veux dire, c'est tout, mais c'est pas... Voilà, c'est-à-dire, c'est quoi la doctrine nazie? Sinon considérer qu'il y a une partie de l'humanité qui ne fait pas partie de l'humanité. Donc je te dis pas, tu vois, je ne plaide pas du tout pour une espèce d'ambiguïté